Miguel était un showman plutôt connu dans la capitale. Il animait une émission hebdomadaire populaire où il invitait des invités de marque pour des conversations sensationnelles autour d'un café. Il approchait la trentaine, habillé comme un dandy, avec ses cheveux noirs et lisses attachés en queue de cheval sur la nuque, et il se faisait plaisir. Par cette journée ensoleillée, Miguel se précipitait pour un tournage lorsqu'il réalisa au dernier moment qu'il ne restait plus un seul paquet de cigarettes dans la boîte à gants. Il s'arrêta devant le supermarché, laissant négligemment sa voiture rouge élégante sur le bord de la route, entra par les portes coulissantes en verre. Heureusement pour lui, il n'y avait pas la queue, il n'y avait qu'une vieille femme ridée, seule, à la caisse, un petit pain à la main, qui demandait quelque chose à la caissière. Elle avait des cheveux raides et bouclés qui lui descendaient jusqu'aux épaules, un piercing au nez et le nom de Paula sur son badge. Miguel fit la queue derrière la vieille dame, consultant son smartphone en marchant. « Grand-mère, je suis désolé, je ne peux pas » il entendit la voix de Paula. « Pourquoi est-ce si long » pensa Miguel avec irritation, en jetant un coup d'œil à la montre de luxe à son poignet gauche. « Mon petit-fils enverra l'argent demain, et je paierai, » dit la vieille femme d'une voix tremblante. Ses yeux étaient pitoyables et sa main qui tenait le chignon tremblait terriblement. Miguel jeta un nouveau coup d'œil à sa montre, le temps filait inexorablement. « Grand-mère, j'aimerais bien aider, mais je n'en ai pas le droit. » Paula répondit impassiblement, et même ses boucles semblèrent onduler dans un geste négatif. Il était évident que la femme se débarrasserait volontiers de cette vieille dame importune, mais qu'elle ne savait pas comment s'y prendre. La grand-mère, quant à elle, semblait déterminée à ne pas céder. Miguel se frotta le bout du nez avec impatience, une habitude qu'il ne parvenait pas à se défaire. « Mesdames, on dirait que les choses traînent en longueur. » Il intervint avec son air habituel de showman, sortant au hasard un gros billet de sa poche, le jeta négligemment sur le comptoir. « Que la grand-mère prenne tout ce dont elle a besoin, et s'il te plaît, donne-moi ces cigarettes vertes. » La vieille femme semblait ne pas avoir compris ce qui se passait, sans doute un peu dure d'oreille. Paula, cependant, regarda Miguel avec un mélange de gratitude et de perplexité, et prit les cigarettes. Miguel lui arracha précipitamment le paquet des mains et courut presque vers la sortie. Heureusement, personne n'avait encore protesté contre sa voiture, et le forain s'installa tranquillement sur le siège, ignorant la veste à carreaux froissés qui coûtait une fortune. Il mit la musique et démarra, sans remarquer quelqu'un debout à l'entrée du supermarché, qui l'observait d'un regard pensif. Une jeune fille élancée, vêtue d'une robe rouge à pois noirs, resta un moment sur le trottoir, comme si elle réfléchissait, puis remonta la rue. Exactement 10 jours plus tard, Miguel découvrit une étrange enveloppe bleutée sur le pare-brise. Comme d'habitude, il était en retard pour le shooting, et l'apparition d'un objet inconnu dans son espace personnel ne l'enchantait guère. « C'est une amende ?» s'exclama-t-il à voix haute. « Sérieux ? Juste ce qu'il me fallait. » Miguel attrapa l'enveloppe et la jeta sur le tableau de bord avant de prendre le volant. En chemin, il oublia le mystérieux message et ne s'en souvint qu'à la fin de sa journée de travail. Cependant, lorsque l'homme fatigué et satisfait reprit le volant, l'enveloppe bleue refit surface avec éclat dans sa mémoire. Il la saisit d'une main, déchira le bord de l'autre et en sortit une feuille pliée en 4, jaunie par le temps. « Ça n'a pas l'air bien », murmura Miguel dans un souffle. Il ignorait pourquoi son cœur battait si fort, peut-être était-ce le papier lui-même ou son odeur insaisissable qui lui rappelait quelque chose d'oublié depuis longtemps. Les mains tremblantes, l'homme déplia la feuille, mais, submergé par l'émotion, la laissa tomber sur ses genoux. Ce qu'il vit fut si inattendu et choquant que Miguel resta immobile un long moment. Des voix, des images du passé, défilèrent chaotiquement devant son esprit. Il essaya de les repousser, de les chasser comme on range de vieux objets usés au fond d'un placard, mais elles réapparurent au premier plan de sa conscience, encore plus vives et effrayantes. Après plusieurs minutes, Miguel poussa enfin un grand soupir, les mains tremblantes, ramassa délicatement la feuille. Non, il ne s'était pas trompé, et ce qu'il voyait n'était pas le fruit de son imagination. Le dessin sur le papier représentait une construction en bois ressemblant à une marionnette. L'inscription ci-dessus disait « Roré ». Les détails étaient également accompagnés de signatures, écrites d'une écriture douloureusement familière. Miguel ne confondrait pas ces courbes et ces lignes avec d'autres. Une seule personne au monde chevauchait ainsi, et il n'était plus. Soudain,
L'homme remarqua qu'à côté du dessin soigné, quelqu'un avait grossièrement esquissé une carte du terrain avec une croix au milieu. Une carte au trésor de pirate traversa rapidement l'esprit de Miguel. Il sortit un paquet de cigarettes de sa poche et en alluma une nerveusement, sans même prendre la peine d'ouvrir la fenêtre. Miguel ne remarqua pas que les cendres tombaient directement sur son pantalon clair et ses chaussures en daim. Il se trouvait alors au loin. L'homme vit devant lui une simple maison en bois, une clôture avec un portail, et entendit les cris des coqs qui le réveillaient chaque matin à l'aube. Puis Miguel se souvint avec mélancolie que des tournages étaient prévus pour le lendemain matin. Il devait rentrer chez lui, dormir, puis se réveiller pour une nouvelle journée dans la vie d'un showman à succès. Il prit son smartphone et composa le numéro de Carla, une jeune mannequin qu'il avait récemment rencontrée lors d'une soirée. « Et dis donc, Miguel, on ne pourra pas se voir aujourd'hui. » La jeune fille bavarda rapidement. « Je suis à une réception, vous savez, tout le monde est là, des acteurs aux réalisateurs. Je ne peux pas m'échapper. Désolé. » L'homme ne répondit pas, appuyant silencieusement sur le bouton « Raccrocher ». La voix enjouée de Carla, qu'il avait jusque-là enchantée, lui semblait maintenant étouffante et artificielle. Instinctivement, il tendit la main vers la boîte à gants. Miguel l'ouvrit et commença à fouiller à l'intérieur. Finalement, au milieu de paquets de serviettes en papier, de pastilles à la menthe et de vieux reçus, il trouva une boîte en bois brut qui tenait dans la paume de sa main. Miguel l'ouvrit et révéla une coccinelle en bois qu'il avait sculptée enfant, peinte en rouge avec des points noirs délicatement appliqués au pinceau fin. Tandis que l'homme contemplait l'insecte en bois, des larmes lui montèrent aux yeux. Miguel ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait pleuré. Au fil des années passées dans la capitale, son cœur avait été enfermé dans une épaisse armure qui semblait impénétrable. Pendant longtemps, cela lui avait convenu, mais une faible voix intérieure lui murmurait que cela ne pouvait plus durer. Miguel devait découvrir qui lui avait transmis cette étrange enveloppe, un message du passé. Il démarra le moteur et partit. Au début, Miguel voulait passer chez lui pour prendre quelques affaires, mais ses mains, confiantes, guidèrent la voiture sur la route quittant la ville. Il comprit que c'était mieux ainsi. Il craignait de changer d'avis au dernier moment. Miguel passa toute la nuit sur la route et atteignit à l'aube la petite ville, qui ressemblait plutôt à un village, où il avait passé toute son enfance et sa jeunesse. Les souvenirs du passé devinrent plus clairs et plus vifs dans son esprit. Il était là, petit garçon, courant vers l'étang pour observer les grosses carpes rouges, là sa grand-mère lui achetant une glace à la menthe dans un cornet croustillant, et là son grand-père. Miguel s'efforça de chasser ce souvenir, penser à son grand-père lui était trop douloureux. Il se concentra sur la route, même si, à cette heure matinale, il n'y avait personne d'autre que lui. Il passa devant des bâtiments familiers qui n'avaient pas changé d'un iota au fil des ans. Miguel s'arrêta à une station-service pour faire le plein et grignoter un morceau. Derrière le comptoir, une jeune fille prénommée Alba, comme l'indiquait son badge, s'assoupissait. Elle lui semblait très familière. Miguel fixa un moment le visage de la fillette et ses cheveux bruns foncés et raides, puis se souvint de l'avoir vue à 5 ans. Sentant son regard, Alba se réveilla, le saluant chaleureusement, prépara du café et réchauffa un hot-dog. Bien sûr, elle ne le reconnut pas. Miguel remercia la jeune fille et partit. Le café le rafraîchit et il reprit le volant. Il n'avait plus beaucoup de chemin à parcourir. Il parcourut ce chemin en silence, concentré sur la route qu'il connaissait autrefois comme sa poche. En effet, rien n'avait changé ici. Miguel avait l'impression que le temps avait inexplicablement délaissé ce coin de terre. Un homme s'engagea dans une ruelle étroite et sinueuse, parcourut quelques mètres et s'arrêta devant un portail peint en rouge vif. Derrière la clôture se dressait une vieille maison à 2 étages d'un rose un peu sale. Miguel ne voulait pas regarder à sa droite, mais son regard se porta traîtreusement vers la rue. Il avait raison. Ici, rien n'avait changé, et là où aurait dû se trouver une maison voisine, il n'y avait plus qu'un vide. Miguel toussa, il crut sentir la même fumée qui le hantait depuis si longtemps. C'était impossible, l'incendie avait été éteint plus de 10 ans auparavant. Apparemment, l'odeur ne s'était pas encore dissipée de ses douloureux souvenirs. L'homme ressentit un instant de vertige, mais il se força à respirer profondément, comme l'un des nombreux psychiatres qu'il avait consultés le lui avait appris lorsqu'il tentait de surmonter les séquelles d'un traumatisme infantile.
Miguel prit 5 ou 6 grandes inspirations et se sentit un peu mieux. S'avançant vers le portail rouge, il se retrouva si près qu'il pouvait tendre la main et toucher sa surface craquelée. Combien de fois Miguel avait-il ouvert ce portail dans ses rêves, et maintenant, en le regardant dans la réalité, il ne pouvait pardonner sa propre lâcheté. Finalement, il tira la poignée, mais le portail était verrouillé. Puis Miguel sonna, qui, miraculeusement, resta intouché par le temps. Le son résonna dans l'air pur, mais il n'y eut pas de réponse. Tout dans la maison resta immobile, comme si l'homme contemplait un tableau volumineux. Miguel se sentit mal à l'aise. Et si tout cela n'était qu'un rêve? Heureusement, il se souvint qu'il était encore tôt, et que même s'il y avait quelqu'un dans la maison, il dormait probablement profondément. Pour confirmer son hypothèse, l'homme examina attentivement les fenêtres. Les vitres semblaient propres et il remarqua des fleurs bien entretenues sur les rebords. La maison était donc habitée. Cette pensée rassura Miguel. Il retourna à la voiture, essayant de ne pas regarder l'espace effrayant entre les maisons, s'assit au volant et ferma les yeux. À cet instant, l'homme s'endormit d'un sommeil agité. Il rêva d'une jeune fille de son enfance, debout près du portail rouge ouvert, lui faisant signe. Miguel se réveilla brusquement, comme en sursaut. Son portable sonnait. Il jeta un coup d'œil à l'écran, 9 heures du matin, un appel de Claudia, sa fidèle assistante. Bien sûr, il n'avait pas pris la peine de la prévenir qu'il n'y aurait pas d'émission matinale aujourd'hui. Peut-être qu'il n'y en aurait plus jamais. Miguel soupira et éteignit le téléphone. Sur le moment, il n'avait ni la force ni l'envie de prendre sa défense. À cet instant, le portail rouge s'ouvrit brusquement et une femme d'une 50aine d'années sortit dans la rue avec un panier tressé qu'elle tenait délicatement par ses longues anses confortables. Miguel se souvenait bien de ce panier. Il l'avait aidé à le ramener du marché aux légumes à maintes reprises. Surprenant le regard étrange de la femme à travers la vitre, il posa précipitamment son smartphone sur le siège adjacent et, les mains tremblantes, ouvrit la portière. La femme resta plantée là, le regardant avec perplexité, comme si elle avait oublié où elle allait. Miguel s'approcha d'elle, ne sachant que dire. Pendant une minute, ils se regardèrent en silence, puis il ouvrit les bras et serra la femme fort dans ses bras. « Tante Martha » murmura-t-il. « Miguelito » répondit la femme en essuyant discrètement ses larmes. « Je suis vraiment désolé » dit-il doucement. Tante Martha se contenta d'acquiescer. Ils restèrent là, à se regarder un moment, puis la femme reprit soudain ses esprits. « Miguelito, entre vite, tu dois être fatigué du voyage. J'allais chercher du lait frais, des œufs et des légumes verts, mais ça peut attendre. Je dois te préparer le petit déjeuner. Tante Martha, vas-y, et je vais m'asseoir dans la cuisine si ça ne te dérange pas. J'ai pris un encas à la station-service. » Martha a conduit Miguel dans la maison, où, comme toujours, flottait une odeur de vanille et d'orange. Cette odeur lui rappelait involontairement les moments difficiles de sa vie, où il avait besoin de se calmer. C'était toujours l'odeur de Laura, même couverte de terre après une de leurs aventures, même après une baignade dans le lac. Miguel était sûr que c'était son odeur naturelle. L'homme leva involontairement les yeux vers l'endroit où se trouvait la chambre des filles. Son regard n'échappa pas à Martha. « Laura n'habite plus ici, dit-elle. » Ces paroles semblaient banales, et Miguel ne comprenait pas ce que Martha exprimait exactement, déception, résignation ou profonde tristesse. Il n'osait pas lui demander où elle était. Peut-être Laura était-elle mariée depuis longtemps. Cette pensée fit terriblement mal au cœur de Miguel. Martha le conduisit à la cuisine et le fit asseoir à table. Les autres dormaient encore. Les garçons ont école à midi, et Luis ne travaille plus depuis longtemps. Miguel était assis à la table ronde, recouverte d'une nappe blanche en dentelle, familière à son enfance, tricotée par la mère de Martha, et les souvenirs l'envahissaient. Les sensations étaient chaleureuses, mais l'amertume de la perte et de la culpabilité s'y mêlait. Comme si elle comprenait son état, Martha, tout en continuant de parler, évita soigneusement de croiser son regard. Personne ne vous dérangera ni ne vous importunera avec des questions ou des conversations. Le café est encore chaud. Le sucre est sur la table, la crème au réfrigérateur. Je reviens bientôt. Sur ces mots, elle laissa Miguel seul avec son passé.
L'homme huma silencieusement le parfum de vanille et se replongea dans ses souvenirs. Miguel vivait à proximité lorsque la famille de tante Martha emménagea dans cette maison. Ses parents étant décédés, le garçon fut pris en charge par ses grands-parents. Son grand-père fabriquait des poupées en bois sur des fils. Son atelier se trouvait dans l'aile droite de la maison, attenant à une petite pièce semi-vide. Une fenêtre avait été percée dans le mur entre les deux, et grand-mère y avait cousu des rideaux de satin cramoisi, faisant office de rideaux. Le week-end, grand-père organisait des spectacles de marionnettes. Il inventait lui-même des pièces qu'il jouait avec tant de talent, en donnant des voix différentes aux personnages, que les enfants de tout le quartier étaient ravis. Ils se pressaient dans la salle comme des sardines dans un tonneau, attendant avec impatience le début du spectacle. Laura, la fille aînée de tante Martha, venait aussi assister au spectacle de marionnettes. Elle était calme et timide, et au début, Miguel ne la remarqua même pas. Mais un jour, grand-père invita Laura à l'atelier pour lui montrer comment il fabriquait une nouvelle poupée. Jusque-là, seul Miguel avait eu ce privilège, alors le garçon était intrigué. « Pourquoi as-tu invité cette fille ?» demanda-t-il plus tard à grand-père. « Je la trouvais triste et seule, alors j'ai voulu lui remonter le moral. » Miguel commença à observer Laura en secret. Il s'avéra qu'ils étaient camarades de classe, mais Laura restait généralement assise dans un coin et ne parlait à personne. La plupart du temps, son attention était absorbée par un livre. Miguel remarqua que Laura lisait chaque fois quelque chose de différent. Un jour, il la suivit après l'école et se retrouva à la bibliothèque municipale. Il n'y était jamais allé et n'avait jamais vu autant de livres ailleurs. Laura rendit les volumes qu'elle avait lus et en choisit de nouveaux, une pile entière. Il était évident qu'ils étaient lourds à porter. Miguel ne put résister et s'approcha de la jeune fille. « Laisse-moi les porter » proposa-t-il. Laura le regarda en silence, et le garçon remarqua que ses yeux avaient une teinte émeraude inhabituelle. Comprenant qu'on pouvait lui faire confiance, la jeune fille hocha la tête avec gratitude et lui tendit les livres. C'est ainsi que leur amitié a commencé. Depuis, Miguel attendait Laura chaque matin à la porte rouge pour aller à l'école ensemble. Il prenait son sac et ils marchaient lentement dans les rues, sans se parler à peine. Miguel aimait regarder les rayons du soleil matinal caresser les mèches châtain foncé de Laura, les dorant. Lui-même aurait voulu les toucher, mais, bien sûr, il n'osait pas. Un midi, alors que les enfants rentraient de l'école, grand-père les appela depuis la fenêtre de l'atelier. « Viens ici, j'ai quelque chose pour toi », fit-il en clignant de l'œil. Miguel et Laura se précipitèrent vers l'atelier. Grand-père leur tendit à chacun une boîte en bois. Les enfants les ouvrirent et furent stupéfaits, à l'intérieur se trouvaient de minuscules coccinelles. « Pourquoi ne sont-elles pas colorées, grand-père » demanda Miguel. « J'ai pensé que tu pourrais les peindre toi-même, petit Miguel » répondit gentiment grand-père. « Asseyez-vous à table, prenez les pinceaux. » Les enfants se mirent au travail avec enthousiasme, et bientôt leurs coccinelles devinrent presque réalistes. Après l'école, ils revinrent souvent à l'atelier de grand-père pour l'aider à créer de nouvelles poupées. Laura aimait particulièrement l'une d'elles, Lucia, une poupée blonde aux yeux bleus. Elle la tenait souvent dans ses mains et se brossait les cheveux. Voyant cela, grand-père lui offrit Lucia. Lucie se sentait très seule, avoua un jour la jeune fille. Grand-père et Miguel échangèrent des regards surpris, Laura parlait rarement. « A-t-elle besoin d'une amie » demanda grand-père. Laura rougit et hocha la tête en silence. Grand-père prit alors une feuille de papier et commença à dessiner. Il voulait que Lucie apprécie immédiatement sa nouvelle amie, alors il consultait Laura à chaque instant pour obtenir des détails. Laura était très flattée que grand-père lui demande son avis. Enfin, le modèle de la nouvelle poupée était prêt, et grand-père promit de commencer à la fabriquer dès le lendemain matin. « Comment s'appellera l'amie de Lucie » demanda Miguel. Grand-père regarda Laura, qui rougit à nouveau. « Roré » répondit-elle doucement. Grand-père hocha la tête et écrivit le nom de la nouvelle poupée au-dessus du dessin. Miguel et Laura ont regardé Roré naître avec enthousiasme. Grand-père a pris son temps, peaufinant chaque détail avec soin et minutie. Roré était presque prêt quand tout s'est produit. Un bruit interrompit les souvenirs de Miguel. Il leva les yeux et vit un garçon d'une quinzaine d'années descendre l'escalier, le fixant intensément.
Tu dois être Manuel, comprit Miguel. La dernière fois qu'il l'a vu, il n'était qu'un bébé. Le garçon hocha la tête. Je suis Miguel, un ami de longue date de votre famille, se présenta l'homme. Le garçon haussa les épaules. Un homme peu bavard, comme sa sœur, pensa Miguel. Qu'est-ce qui t'intéresse, demanda l'homme, brisant le silence. Manuel fit un signe de tête silencieux en direction du mur. Miguel tourna la tête, stupéfait. Pourquoi ne l'avait-il pas remarqué plus tôt? Le mur du fond de la cuisine, autrefois vide, était maintenant couvert de cartes de différents lieux. Miguel se leva et s'approcha pour les examiner de plus près. Elles étaient toutes dessinées à la main, avec des inscriptions diverses. Ta sœur aussi aimait beaucoup les cartes, dit Miguel, sentant une pointe de nostalgie dans ses paroles. Oui, elle m'a donné un livre sur les trésors de pirates, et c'est comme ça que tout a commencé, dit le garçon de façon inattendue. Mais Miguel ne semblait pas du tout surpris. Les mots de Manuel réveillèrent un autre souvenir dans son esprit. C'est arrivé à peu près au même moment où grand-père commençait à fabriquer Roré. Ce matin-là, comme d'habitude, Miguel attendait Laura au portail rouge. Elle apparut, les yeux brillants d'une lueur mystérieuse. « Nous n'allons pas à l'école aujourd'hui, annonça-t-elle. « Pourquoi » demanda Miguel, surpris. « Nous allons lire un livre » murmura Laura d'un ton mystérieux. Miguel était intrigué. Il n'était pas un grand amateur de livres comme la jeune fille, mais il y avait quelque chose dans sa voix et dans la façon dont elle insistait sur le mot livre qui laissait croire au garçon qu'il allait vivre une aventure palpitante. Ils s'enfuirent jusqu'au lac et s'assirent sur la rive. Dans le sac de Laura se trouvaient des sandwichs et une thermos de chocolat chaud. Elle sortit le livre, et les yeux de Miguel s'illuminèrent d'excitation. « Des histoires de pirates » s'exclama-t-il, et Laura rit joyeusement. Ils lurent le livre toute la journée, puis construisirent un bateau pirate avec les morceaux de planches trouvés sur le rivage. Plus tard, le grand-père de Miguel les découvrit, et les enfants furent sévèrement réprimandés, mais cela n'enleva rien à l'impression de cette journée sereine et chaude. Miguel se souvint que c'était alors que Laura et lui avaient partagé le rêve de trouver un trésor de pirate, mais le destin en avait décidé autrement. « Vous vous êtes déjà rencontrés » Miguel entendit la voix de Martha derrière lui. Debout à table, elle déballait les provisions du panier, œufs frais, légumes verts, fromage, lait maison, marmelade. Manuel, assis sur une chaise, le menton appuyé sur ses longues jambes maigres, marmonna quelque chose d'indistinct en guise de réponse. « Oui, Manuel m'a parlé de son hobby » répondit Miguel pour eux deux. « Oh, ces cartes » se plaignit Martha. « Ils sont partout, bientôt toute la maison en sera remplie. » Et combien de conversations avons-nous eues sur les trésors de pirates? Heureusement qu'il a grandi et qu'il n'y croit plus. Manuel renifla, indiquant par son attitude que rien de tout cela ne le concernait. Soudain, Miguel se figea, se souvenant des gribouillis sur la feuille jaune. Il avait besoin de les relire. « Excusez-moi, je vais à la voiture » balbutia-t-il en se dirigeant précipitamment vers la porte. Il traversa la cour, ouvrit le portail rouge et s'engagea dans la rue. Arrivé près de la voiture, il se retourna vers le rectangle béant entre les maisons, et une odeur de brûlé lui frappa violemment les narines. « Ce n'est que mon imagination » se rappela Miguel. Il ouvrit la porte et se mit à chercher la feuille avec le dessin. Après une nuit blanche et agitée, il ne se souvenait plus où il l'avait mise. Une odeur de brûlé le hantait, l'espace d'un instant, il eut l'impression d'être enveloppé d'une chaleur ardente. La tête de Miguel tourna et il s'assit, le visage enfoui dans ses mains sur le volant. « Ça va bientôt passer, respire profondément » se répéta-t-il silencieusement. Mais les visions ne s'éloignèrent pas, au contraire, les scènes du passé s'emparèrent de sa conscience avec une vigueur renouvelée. Miguel ne pouvait plus leur résister. C'était le jour où grand-père devait finir chez Roré. Miguel rentrait seul de l'école à pied. Au milieu de la journée d'école, Laura a eu mal au ventre et le professeur l'a laissé rentrer chez elle. Miguel voulait l'accompagner, mais il n'en a pas été autorisé, toute la classe était en train de passer un examen. À quelques pâtés de maison de chez lui, il sentait déjà que quelque chose n'allait pas. Les gens parlaient avec anxiété, pointant du doigt la fumée qui montait des toits. Miguel entendit le mot « feu » à plusieurs reprises. Il savait que c'était très dangereux,
mais il n'avait jamais imaginé que cela puisse lui arriver, à lui et à sa famille. Puis il aperçut des visages familiers, des voisins. Ils couraient dans leur rue en criant fort, tandis que l'espace autour d'eux se rétrécissait. Le reste lui parut comme un rêve, il entendit les sirènes des pompiers, tenta de se frayer un chemin à travers la foule, appela sa famille et se retrouva enfin dans les bras de son grand-père. « Tout va bien, Miguelito, tout va bien. Nous sommes tous sains et saufs, ce n'est qu'une maison. » Miguel fondit en larmes. Il était tellement habitué à leur grande maison douillette, où les objets, les meubles et même le paillasson semblaient vivants. Et puis une pensée le transperça. « Et Roré, grand-père » cria-t-il. Il y avait beaucoup de bruit autour, et sa voix avait été couverte par une centaine d'autres bruits. Si seulement grand-père ne l'avait pas entendu. Mais grand-père l'avait entendu, il savait combien Roré était important, combien les enfants l'attendaient. Il libéra son petit-fils de son étreinte et se précipita dans l'atelier en feu. Personne n'osait arrêter le propriétaire. Miguel attendait, le cœur battant. Plusieurs minutes passèrent, mais grand-père n'apparaissait pas. Peut-être que Roré a eu peur et s'est caché, et que son grand-père le cherche, pensa le garçon, mais il le retrouvera très bientôt, et tout ira bien. Le garçon attendit, mais rien ne se passa. Et puis le pire arriva, le toit s'effondra, et l'air fut transpercé par le cri désespéré de grand-mère. Miguel ouvrit les yeux. Les souvenirs au-delà étaient flous, comme un brouillard. Il ne comprenait pas lui-même ce qui se passait réellement, et ce qui n'était que dans sa tête. Il vivait chez Martha, et grand-mère regrettait terriblement grand-père et leur maison. Elle ne quittait presque jamais la pièce. Miguel continuait d'aller à l'école, même si une blessure à l'intérieur saignait, ce qui l'empêchait de respirer. Laura était toujours là, lui tenant la main sur le chemin de l'école et au retour. Comme d'habitude, ils se parlaient à peine, mais le parfum de vanille et d'orange sauva Miguel de la noirceur du désespoir. Certes, un jour, Laura voulut parler de grand-père à Miguel, mais dès qu'elle mentionna Roré, le garçon fit une crise d'hystérie et passa une semaine à l'hôpital. Après cela, Laura devint encore plus silencieuse et passa presque tout son temps à lire, craignant de regarder Miguel dans les yeux. Puis la grand-mère mourut, incapable de se remettre de la perte de son mari. À 16 ans, Miguel s'enfuit, réalisant qu'il ne pouvait plus rester chez Martha. Avant de partir, il entra discrètement dans la chambre de Laura et contempla longuement la jeune fille endormie, sentant qu'il lui disait adieu pour toujours. Miguel se réveilla lorsqu'on lui toucha l'épaule. Il tourna la tête et vit le visage inquiet de Martha. « Tu vas bien, Miguelito » demanda la femme. « Je me suis inquiétée de ton retard. » La portière de la voiture était ouverte. « Je crois que je me suis endormi » répondit Miguel. Miguel regarda autour de lui et remarqua un dessin de Roré qui dépassait d'entre les sièges. Il le sortit avec précaution, sortant de la voiture, le déplia pour le montrer à Martha. « C'est un croquis de poupée fait par grand-père. »« Et c'est gribouillis, je ne m'en souviens plus. » Martha examina le dessin. « C'est l'écriture de Laura, » dit-elle finalement. Elle était aussi obsédée par les chasses au trésor et les trésors de pirates. « Tu le sais mieux que moi. » Mais comment le dessin de grand-père est-il arrivé jusqu'à elle? Et pourquoi y a-t-elle dessiné une carte? Demanda Miguel, conscient que Martha n'aurait probablement pas de réponse à sa question. Comme il le soupçonnait, Martha secoua la tête. Tu sais que Laura parlait rarement. Elle gardait toujours tout pour elle. Martha s'est soudain mise à pleurer. J'ai peut-être fait quelque chose de mal. Peut-être que je suis une mauvaise mère. Vraiment, Miguelito? Miguel ouvrit les bras à Martha et la laissa pleurer. Où est-elle maintenant? Osa-t-il enfin demander. Elle vit dans la capitale. Elle rentre rarement à la maison, appelle une fois par semaine, mais surtout pour rester silencieuse au téléphone. A-t-elle rencontré quelqu'un? S'est-elle mariée? Demanda Miguel, sentant son cœur s'arrêter en attendant la réponse. Martha secoua la tête. Je crois qu'il n'y a pas d'âme plus seule en ville que notre Laura. Cela m'attriste profondément. Martha pleura de nouveau, mais Miguel se sentit soudain très léger. Je veux la voir. Tante Martha, donne-moi l'adresse de Laura, s'il te plaît. Miguel conduisait avec assurance tandis que le jour déclinait peu à peu, laissant place à une douce soirée.
L'adresse de Martha était entrée dans le GPS, et Miguel, pressentant la rencontre, percevait clairement sa nervosité. Retrouver son ami d'enfance après tant d'années n'était pas une mince affaire, mais Miguel savait qu'il avait plus que jamais besoin de Laura. Il passa brièvement chez lui pour prendre une douche et se changer. Le répondeur était plein de messages non écoutés, mais il n'y prêta aucune attention. Miguel se prépara rapidement et reprit le volant. Laura vivait dans le sud de la ville, où de minuscules maisons étaient nichées à flanc de colline. Miguel sourit. Il était certain que cette fille ne choisirait pas un gratte-ciel pour sa vie. Même dans la capitale animée, Laura trouva un endroit qu'elle aimait, aussi calme et retiré qu'elle. Miguel trouva rapidement la maison numéro 17. Une lanterne couleur vanille solitaire brûlait au-dessus du porche, et le cœur de Miguel battit soudain un peu plus vite. Il monta quelques marches et sonna. Un tintement de clochette résonna dans la maison, puis le silence retomba. Le silence refusait d'être troublé. La maison était vide. Miguel jeta un coup d'œil à sa montre. Il était environ 9 heures. Où Laura aurait-elle bien pu passer la soirée? À la bibliothèque? Mais elle était fermée depuis longtemps. Miguel se frotta distraitement le bout du nez, une habitude d'enfance héritée de son grand-père, à laquelle il recourait dans les situations difficiles. L'homme s'apprêtait à partir quand soudain quelque chose de familier attira son attention. Il avait vu quelque chose de similaire récemment. Miguel se pencha. De l'espace entre la porte et le montant dépassait un coin de papier bleu. Miguel l'attira, dans ses mains, il trouva une enveloppe, exactement comme celle avec le dessin de son grand-père. Impatient, Miguel déchira le bord et en sortit un morceau de papier. Il reconnut immédiatement l'écriture légère et légèrement flamboyante de Laura. « Retrouve-moi à notre place », lut Miguel à voix haute. « Laura, tu es sérieuse » s'exclama-t-il en éclatant de rire de façon inattendue. C'était la meilleure blague de sa vie. Miguel prit le volant, prit un double expresso au café le plus proche et prit le chemin du retour. En chemin, il s'arrêta plusieurs fois pour reprendre du café et s'assoupit même sur un parking. À l'aube, Miguel était au bord du lac. Il remarqua immédiatement une tente orange vif et les restes d'un feu de camp à proximité. Miguel remonta dans la voiture et se dirigea vers le supermarché le plus proche où il fit des emplettes de pain, de fromage et de saucisses. De retour au lac, il alluma un feu et commença à préparer le petit déjeuner. Il ne fallut pas une demi-heure pour que la tente s'agite. « J'espère vraiment que c'est Laura là-dedans et pas un homme musclé de 2 mètres, pensa Miguel en riant. La fermeture éclair de l'entrée s'ouvrit, et Miguel ressentit un sentiment de soulagement et de joie en remarquant une main féminine délicate. Puis sa propriétaire apparut. Elle n'avait pas beaucoup changé, les mêmes longs cheveux châtain foncé, les mêmes yeux émeraudes et une peau claire, presque translucide. La jeune fille regarda Miguel avec étonnement, comme si elle avait du mal à croire qu'il était vraiment venu ici. « Bonjour, Laura », dit doucement Miguel. Elle ne dit pas un mot, inclina légèrement la tête et sourit en guise de réponse. Mais Miguel savait à lui seul la valeur de son sourire. Il s'approcha et serra Laura dans ses bras. Elle se serra contre lui de son corps fragile, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse à nouveau. Puis elle se mit à pleurer. « Pourquoi pleures-tu, mon cher ?» se demanda Miguel. « Je suis là avec toi. »« Roré » murmura Laura. « C'est ma faute. » Miguel la regarda dans les yeux. « De quoi es-tu coupable ?» Laura se mordit la lèvre. « Ce jour-là, je n'avais pas mal au ventre », avoua la jeune fille à voix basse. Miguel écoutait attentivement. « J'ai menti au professeur. Je voulais vraiment voir Roré. Je me suis faufilée dans l'atelier de ton grand-père. » À l'intérieur de Miguel, tout devint froid, mais il se força à prendre une grande inspiration et à expirer. Ce n'était pas le moment de paniquer. « Que faisais-tu là ?»« J'ai emmené Roré. »« Pourquoi, Laura ?»« Je voulais le cacher comme un trésor pour qu'on puisse le déterrer ensemble plus tard. Et je l'ai emmené ici, au lac, pour le faire. Et à mon retour, j'ai découvert que ton grand-père... » Miguel ferma les yeux. Alors Roré n'était plus dans l'atelier, alors... « Pardonne-moi. » Il entendit Laura murmurer. Il la regarda.
Ses grands yeux émeraudes étaient très proches, et une profonde tristesse y brillait, si bien que Miguel ne put retenir ses larmes. « Et tu n'es responsable de rien, Laura, » répondit-il. « C'est moi qui suis responsable. » Laura lui caressa les cheveux comme si elle voulait lui ôter toute la tristesse, l'amertume et la culpabilité qu'il portait en lui depuis toutes ces années. « Pardonne-toi aussi, » murmura doucement Laura. « Ton grand-père ne voudrait pas que tu sois triste. Il disait toujours que la vie était faite de joie. » Elle le serra dans ses bras, et Miguel sanglota doucement tandis que le parfum de vanille et d'orange l'enveloppait, lui procurant paix et tranquillité. Puis ils prirent le petit déjeuner au coin du feu, et Laura dit doucement, « Tu crois que Roré est encore là ? Je l'ai enterré sous ses saules. »« Allons voir, » répondit Miguel. Il sortit quelques outils de la voiture, miraculeusement retrouvés dans le coffre, et ils déterrèrent ensemble une simple caisse en bois dans laquelle gisait Roré. « Où est ma copine ? Je ne veux pas être seul. » Miguel couina d'une voix ténue, imitant le discours de la poupée. « Elle est dans le sac à dos, » répondit Laura en souriant. « Lucia est avec moi depuis toutes ces années, attendant Roré. » Puis la fille resta silencieuse un moment et ajouta, « Et moi, je t'attendais, Miguel. Je regardais ton émission chaque semaine. Je pensais que tu avais beaucoup changé, que tu étais devenu sans cœur. Mais quand je t'ai vu par hasard aider ta grand-mère au supermarché, j'ai compris que tu étais toujours le même Miguelito. Et alors j'ai décidé de t'offrir le dessin de Roré. » Miguel a regardé la fille avec gratitude et amour. « Laura, j'ai fui moi-même et mes souvenirs pendant si longtemps. Mais c'était un chemin sans issue. » Il fronça les sourcils un instant, puis les rides de son front s'estompèrent et il rit. « Je suis tellement contente que le destin m'ait donné cette vieille dame. Grâce à elle, je t'ai retrouvée, ma Laura. » Chers spectateurs, si vous avez aimé l'histoire, soutenez la vidéo en l'aimant et en laissant un commentaire. Merci beaucoup.